Bienvenue sur le podcast Un lectorat minoré. Je suis Stella Marie, créatrice de contenu littéraire. Et à travers ce podcast, je souhaite mettre en avant des actrices du monde littéraire dont les profils ne sont pas conformes aux normes sociétales. Et aujourd'hui, j'accueille Delphine, directrice éditoriale de la collection Young Novel aux éditions Akata. Bonjour Delphine. Bonjour. Ça va? Ah oui, toi? Est-ce que tu peux te présenter pour les auditeuristes qui nous écoutent, s'il te plaît? Bien sûr. Alors, du coup, je suis Delphine Nguyen. Je suis directrice éditoriale de collection du label Young Novel, donc, qui fait partie de la maison d'édition Akata. Et je suis à ce poste depuis janvier 2021, en plus de la presse, du community management et du marketing depuis juillet 2021. D'accord. Est-ce que tu as des passions dans la vie, des occupations? Lire. Oui. Voilà, lire, c'est une de mes passions principales, même si maintenant, j'en ai fait mon métier, ce qui est un peu, je suis un peu à cheval sur les entre passion et métier. J'écris aussi, même si bon, avec le travail, j'ai plus trop le temps, mais j'essaie de m'y remettre. Et sinon, de manière plus classique aussi, tout ce qui est séries, animés, tout ça, pour passer le temps, quand j'ai du temps libre, pour me sortir la tête de la lecture, vu que maintenant c'est aussi un métier. D'accord. Et est-ce que tu as fait une formation spéciale pour en arriver à ton poste actuel ou... Alors, j'ai un parcours assez atypique parce que j'ai fait 4 ans de droit. Donc, j'ai une licence de droit privé, j'ai mon master ainsi du droit du numérique, donc droit d'auteur, tout ça. Et mon M2, c'est une formation spécifique au monde du livre. Et voilà. Ah oui, d'accord. C'est un parcours assez riche. Qu'est-ce qui t'a donné envie de créer ce label? Alors, en fait, j'ai pas créé le label dans le sens où quand j'ai fini mes études en octobre 2020, je crois, il y a Bruno Femme des éditions Akata, donc qui est le directeur éditorial, qui m'a contacté et qui m'a demandé de reprendre le label, entre guillemets, qui était déjà créé, qui existait déjà, d'accord. qui existait déjà et qui avait déjà plusieurs publications, principalement des publications japonaises. Moi, je les ai pas sous la main, mais ils avaient déjà peut-être 6-7 publications japonaises. Ils avaient aussi Tant qu'il le faudra de Cordelia. Et ils voulaient étendre la collection avec des parutions anglophones, en plus de continuer à enrichir la partie francophone et japonaise aussi. D'accord. Et pourquoi faire le choix de développer les traductions anglophones? On ne peut pas nier que la littérature young adulte aujourd'hui se fait beaucoup via la traduction, et notamment la traduction anglophone. C'est, à mon sens, c'est de là que vient la littérature young adulte tout court, en fait. Et en fait, c'est un marché si riche, avec un développement si dense, si important et si crucial à notre époque, qu'il était difficile d'ignorer les traductions anglophones, en fait. Ok. Ouais, c'est vrai que par rapport à l'édition française, en termes de représentation, c'est beaucoup plus riche dans les pays anglophones. Oui, et surtout qu'ils sont sur ce marché depuis bien plus longtemps que nous, enfin, dans le sens où ça a été développé et c'est, comment on dit? Et c'est pris de manière plus sérieuse qu'en France, dans le sens où en France, c'est un peu considéré comme la sous-littérature, le vas-y-toi de la littérature. Enfin, moi, je dis ça comme le manga, en fait. Alors qu'aux États-Unis, principalement, c'est considéré... Il y a encore un peu des clichés péjoratifs, mais c'est considéré comme de la littérature à part entière. Ils ont des réels prix littéraires. Nous, on en a 1 ou 2. Et encore, c'est plus jeunesse dans son sens global. Aux États-Unis, ils ont peut-être une dizaine, quinzaine de prix. Ils ont plein de conventions. Ouais. Mais c'est beaucoup plus développé. Exactement. Et comment vous faites pour trouver les titres? Qu'est-ce qui vous interpelle? Alors, moi, je suis quelqu'un de très superficiel. Du coup, quand les agents m'envoient des textes, enfin, je fais mon travail de veille aussi, mais quand les agents m'envoient des textes, je regarde d'abord la couverture. Alors, c'est ce qui est bête parce qu'en fait, en vrai, si la couverture me plaît pas, mais le texte me plaît, on peut refaire une nouvelle couverture française, on l'axe et tout. Mais moi, je suis vraiment cliente j'achète à la tête de la couverture. Du coup, en fait, c'est ce qui me donne envie de... Parce qu'en fait, je reçois plein de manuscrits. J'en ai peut-être 40, 50.
en plus dans mes mails là, et du coup, Ah oui. ouais. Non, mais je suis toute seule, donc voilà. Mon premier tri se fait vraiment à la couverture, parce que si ça m'attire pas, je vais le mettre en bas. Et ensuite, donc il y a ça, ensuite le sujet, qui l'écrit. Après, oui, je lis le synopsis, je lis les premières pages. Avant, j'avais l'habitude de tout lire, sauf que maintenant, j'ai plus le temps. Du coup, j'essaie de lire au moins les 25 à 50 premières pages. Je lis un morceau du milieu, et si vraiment j'accroche pas, là, j'arrête. Mais si je me dis oui, bon, peut-être que ça va s'arranger à la fin, je lis les 30 dernières pages. Bon, généralement, quand je commence à sauter des parties comme ça, c'est pas bon C'est signe. pas bon signe. Ouais, voilà, sinon j'aurais tout lu depuis le début, mais voilà. Ok. Et du coup, quel est le processus du coup pour la publication d'un livre? C'est toi qui gères tout du début à la fin ou tu te fais aider par Petite certaines question. personnes? Alors en gros, si on parle des textes anglophones, je deal avec des agents littéraires. C'est-à-dire que l'agent m'envoie un texte ou c'est moi qui le demande. Je lui dis oh, en fait, ce texte il m'intéresse. Je te fais cette offre dessus. Tu me dis oui, tu dis non. On signe le contrat. À partir de là, je récupère le PDF traduisible que j'envoie à une de mes traductrices parce que ensuite elles le traduisent. Je reçois la traduction brute. Après là, généralement, je l'envoie en première grosse correction à mon correcteur externe qui me le renvoie et moi je fais ce qu'on appelle la prépa de copie. En fait, tu prépares le document Word pour pouvoir faire la maquette après. Je fais la maquette, je fais ma relecture. J'intègre aussi les corrections du correcteur. Je fais ma relecture, je le renvoie à mon correcteur externe, je le relis moi, ensuite après. Il y a beaucoup d'échanges. Oui, il y a beaucoup d'échanges, mais en fait, parce que je suis toute seule et du coup, c'est pour ça que je demande à mon correcteur que j'adore et qui est très pertinent dans ce qu'il fait, qui fait plein de remarques et tout. Parfois, je m'arrache les cheveux sur ses remarques, je me dis, ah, mais c'est pas bête ce qu'il me dit. Et, euh, et je le relis moi, généralement, si j'ai encore beaucoup de temps, je le relis plusieurs fois. Je le relis du début à la fin, je le relis de la fin jusqu'au début. Parfois, je lis des chapitres dans des heures pour en fait, parce que quand vous lisez un texte, Oui. plus vous lisez, plus vous voyez plus les fautes en fait. Et en fait, votre cerveau corrige la faute toute seule et c'est piège parce qu'on vous retrouve avec des coquilles ultra bêtes. Mais bon, c'est quand même des coquilles dans un livre imprimé. Du coup, je le relis plein de fois. Ensuite, je l'envoie chez l'imprimeur. On valide le bon à tirer et il sort en librairie. Ok. Et quelle parution t'a marqué le plus depuis que tu as commencé? Est-ce que il y en a une sur laquelle tu as tout de suite été conquise ou au contraire tu as beaucoup hésité avant de la sortir? Quand on m'a proposé le poste pour diriger la collection de nouvelles, je m'en souviens, j'ai rencontré Bruno et j'étais arrivée avec un PowerPoint avec les titres que je voulais voir chez Young Novel. Donc, ouais, c'est le seul que j'ai sous la main, mais il y avait Pour l'amour du feu. Oui. Évidemment. Et en fait, je me souviens, mon PowerPoint, il était divisé en 3 catégories. La première, c'est il faut absolument les faire. La deuxième, c'était à creuser entre nous après échange. Et la troisième, c'était genre j'ai repéré ces titres, je les ai pas encore lus. Et dans la première catégorie, c'était Pour l'amour du feu, Darius le Grand ne va pas bien et L'amour de A à Z. Donc c'était vraiment les 3 titres que je voulais voir dans la collection. On m'a dit oui. Et du coup voilà. Et ensuite dans les textes que j'ai un peu hésité, bon, je peux pas les citer parce que ils n'ont pas été annoncés encore, mais D'accord. on a, on a un, c'était j'adorais le sujet principal parce que c'est un sujet très important. J'aimais beaucoup la plume, sauf que le rythme du texte, je le trouvais un peu lent. Et du coup, j'étais allée voir l'agente en disant, en fait, parce que je recevais, c'était le premier jet. Donc ouais, ça va tellement vite que maintenant les agents ils t'envoient le premier jet, ils te manquent toutes les corrections, machin et tout. Tu sais que les trucs vont changer. Du coup, j'avais demandé à l'agente si ça allait être écrit tout ça. Elle m'avait dit oui et tout ça. Et après, j'avais demandé à Bruno Femme de le lire et de me demander son avis. Du coup, lui, il avait adoré. Du coup, ça collait avec mon avis global. Et du coup, on l'a signé. Du coup, ouais, normalement, il devrait sortir en septembre 2023. Donc, voilà. D'accord. Un petit scoop. Oui, voilà. Euh,
Ouais, donc tu disais que tu avais beaucoup de travail, que tu gères un peu tout, que tu gères, enfin, beaucoup de choses seule. Est-ce que l'entreprise a pour ambition de recruter plus tard pour avoir, je sais pas, une assistante éditoriale ou un club de lecture pour avoir un avis extérieur lié, quoi. Alors, on m'a dit plein de trucs. Hein. Moi, l'air, on est Oui, dans oui, l'idéal, machin et tout, tu vois. Et mm. c'est pour ça que je leur ai dit, mais je me souviens, je l'ai dit à mon entretien préalable de rupture, que j'avais dit quoi? J'avais dit que ça venait à peine de commencer, qu'on était sur la pente montante, et qu'en fait, vous me coupez l'herbe sous le pied. Tu veux pas. Bah oui. Enfin, je veux dire, ça existe pas. C'est pas courant qu'une entreprise, dès qu'elle commence, boum, elle explose. Ça a dû arriver une fois sur 50. Mm. Et vous avez fait quelques événements quand même pour, je veux dire, avec vos lecteurs. Le dernier, il y a eu La rencontre avec Alcoram, oui. On celui. a fait ça. Enfin, franchement, c'était très cool. Hein. Enfin, c'est des petits... La rencontre avec Adib Koram, c'était très exceptionnel parce qu'il était en Italie pour des raisons vacancières. D'accord. Et il nous a contactés via son agent parce qu'il voulait passer en France. Il s'est dit, j'ai un éditeur en France, est-ce qu'on peut faire quelque chose? Et du coup, j'étais, oui, évidemment, on fait quelque chose. Pour la sortie du tome 1 de Darius, donc Darius le Grand ne va pas bien, ça tombait en même temps que notre pop-up store annuel. Du coup, on a fait une soirée de lancement avec des journalistes, des créateurs et créatrices littéraires. Ensuite, après, c'est des événements plus ponctuels dans le sens, par exemple, pour l'amour du feu, on avait fait un concours pour Ah oui, ça j'ai vu, ouais. pour gagner tous nos livres. Slade de Brittany Morris, on veut faire quelque chose avec l'association Afro-Gameuse. Là, je suis en contact avec elle. Bon, le projet aboutira, mais je serai plus là, mais Ok. il y aura un projet. Il y aura aussi un live avec Elodie Hode et Ah Joël. oui, c'est aujourd'hui d'ailleurs, non? Ou demain? Demain, ouais. Demain. Demain. Et etc. Enfin, j'ai fait avec les moyens du bord. Ouais, bah oui, tu peux pas tout faire. Ouais, voilà. C'est compliqué. Ouais. Mais c'est bon, ils avaient pas l'air satisfaits parce que. Je pense que ouais, ça va décevoir beaucoup, beaucoup de gens. Enfin, Ah ça c'est leur problème. de la communauté littéraire en tout cas. Ouais. Et tu vas faire quoi après? En fait, mon objectif, ça serait de retrouver. Je sais que je retrouverai pas un poste similaire parce que voilà, vu le paysage actuel, je suis pas sûre de pouvoir retrouver un poste comme le mien, mais j'aimerais effectivement rester en édition parce que je pense que j'ai encore plein de choses à montrer. Et il y a encore plein de textes à faire venir, que ce soit des traductions ou des textes francophones de base. Et je veux continuer ça parce que j'ai envie en fait. C'est mon métier, c'est ce que j'ai envie de faire. Après, c'est peut-être un peu présomptueux de dire je veux aider les gens en publiant certains textes, mais ouais, voilà, ça m'embêterait de ne plus pouvoir le faire. Du coup, ouais, j'ai commencé à chercher. Ok, bah, bon courage. Merci. Ouais. Tu te vois pas faire ça en freelance En fait, moi, le vrai problème du freelance, c'est que c'est pas des revenus réguliers et pour des raisons, j'ai besoin de revenus réguliers. Mais bon, si j'ai pas le choix, j'ai pas le choix. Hein. Je vais pas cracher dans la soupe non plus. Oui. Ok. Alors, on va parler de ton rapport à la lecture. Donc tu m'as dit au début du podcast que une de tes plus grandes passions, c'est lire. Est-ce que ça s'est manifesté dès l'enfance ou c'est quelque chose qui est arrivé un peu plus sur le tard? Je réfléchis. Alors, je suis la seule grande lectrice de ma famille. Pour plein de raisons, parce qu'en fait, mes parents ils viennent du Vietnam, ils ont immigré du Vietnam quand ils étaient dans la vingtaine. Et du coup, c'était difficile pour eux de lire en France, outre les journaux. Enfin, même à l'époque, ils n'avaient pas trop accès aux journaux. C'est qu'aujourd'hui, tu sais, avec le portable, ils peuvent chercher les journaux, tout ça. Du coup, en fait, je sais pas d'où m'est venue la passion de la lecture. Mais je me souviens que je lisais. En fait, ma mère, pour entraîner son français, elle a acheté des hebdomadaires, je crois, sur les crimes. Je sais pas comment on dit, mais. Ah oui, d'accord. Ouais, ça paraît, ça faisait des articles juste de 2 pages, ça reprenait des faits divers, tout ça. Et ma mère, en fait,
vu que le français utilisé était très simple, c'était simple pour elle de comprendre. Et moi, j'avais rien d'autre sous la main. Donc, c'est-à-dire qu'à 8 ans, j'étais là en train de lire sur machin. Ouais, machin s'est fait décapiter et tout. Et en fait, vu qu'elle l'achetait toutes les semaines, moi, je m'entraînais à lire dessus avec elle toutes les semaines. Du coup, je pense la lecture, elle m'est venue de là. Ensuite, après, il y avait tout ce qui était des lectures obligatoires au collège. Ça m'a jamais trop plu parce que les classiques écrits par des vieux blancs morts, c'est pas... Voilà. Mais ma mère, malgré la situation financière, elle a toujours pris le temps de m'acheter des livres. À l'époque, c'était, quand j'étais encore en primaire, ça s'appelait Les Imaginaires. Je ne sais pas si tu connais. Non, ça me dit rien. C'était des livres avec beaucoup d'images. Et en fait, c'était sur des thèmes précis. Imaginaire livre. Et bon, ça sort pas. Je sais plus si c'est édité encore. Et en fait, c'était sur des thèmes particuliers. Ça me permettait de travailler ma culture, on va dire ça comme ça, en plus de lire. Et bien après, j'ai eu le classique, j'ai vu le film Hunger Games, j'ai acheté le livre, etc. etc. C'est un peu le classique de SF de tout le monde, je pense. Ouais. Et est-ce que, je suppose que tu vas me dire non, mais est-ce que tu t'es déjà sentie représentée en tant que... en ayant des origines vietnamiennes dans les ouvrages, ou c'est quelque chose qui est venu pareil sur le tard, ou qui s'est jamais manifesté peut-être? Je sais que quand j'ai commencé la lecture de romans, donc c'est-à-dire à partir de Hunger Games, tout ça, la représentation vietnamienne, c'était le néant. Asiatique, c'était déjà compliqué, mais vietnamienne, fallait pas, voilà. Fallait que je me contente de tout ce qui est des Asiatiques de manière générale. Je me souviens que la première fois où j'ai vu sur page un personnage asiatique, c'était c'est quoi le nom déjà? C'était dans les Percy Jackson, il me semble. Mais pas la série principale Percy Jackson, c'était dans la série suivante. Les mondes de l'Olympe, c'est ça? Voilà, c'est ça. Je sais plus comment ça s'appelle. C'était avec Frank Zhang, il me semble, qui est chinois. Je me suis dit, ah ouais, trop bien, un personnage chinois. Et après, il me semble que c'était dans le labyrinthe avec Mino, qui est le personnage coréen. Donc oui, en fait, déjà à cette époque-là, c'est pas comme si je cherchais activement à avoir de la représentation asiatique, vietnamienne. Mais en fait, à chaque fois que je tombais sur un de ces personnages, je me disais, ah ouais, on fait partie d'une aventure. En plus, que ce soit dans le labyrinthe ou dans les Percy Jackson, enfin la suite des Percy Jackson, on n'était pas dans ce personnage caricatural du geek, du pro des arts martiaux, du gars trop hyper fort en maths. Voilà, exactement. C'était vraiment des personnages qui faisaient partie d'une aventure, qui avaient des aventures avec les personnages plus principaux, mais qui avaient vraiment leur caractère et leur force, tout ça, sans se baser sur des clichés. Et je me souviens, c'est ce que j'avais beaucoup apprécié. Et c'est bien plus tard où j'ai commencé à me poser des questions, mais en me disant, mais pourquoi on est si peu dans la littérature et même dans le cinéma, hein? Parce que je me souviens, à la télévision, le premier personnage récurrent asiatique que j'ai vu, c'est Christina Yang dans Grey's Anatomy. Oui. Et c'est vraiment important. Je pense que j'ai eu cette réflexion assez tard, peut-être par rapport à d'autres personnes. J'ai dû me rendre compte vers, j'ai envie de dire la fin du lycée, mais j'ai l'impression que c'était jeune. Enfin, c'était encore assez tôt, où j'ai commencé à me demander et me dire, mais pourquoi on n'est pas représenté? Pourquoi il y a si peu de Vietnamiens? D'ailleurs, parce que la diaspora vietnamienne en France est la deuxième plus importante dans le monde entier, après les États-Unis. Et je me suis dit, mais comment ça se fait qu'il y ait autant de Vietnamiens en France? Que personne n'en parle. Ouais, que personne n'en parle déjà, qu'on est si peu à la télé française, on va dire. Bon, déjà, le cinéma français, c'est un autre délire aussi, mais pourquoi on est si peu sur la télévision? Pourquoi les livres écrits par des auteurs francophones? Bon, après, j'ai peut-être pas autant cherché que j'aurais dû, mais pourquoi on est si peu dans ces livres-là? Et c'est pour ça que quand j'ai atteint le poste où je suis, voilà, que j'ai voulu sortir Pour l'amour du feu, qui parle de l'immigration, de la diaspora, etc., etc. Et d'ailleurs, je pense que c'est aussi peut-être une remarque qui se sont fait aux États-Unis, parce que de plus en plus, il y a des auteurs et des autrices vietnamiens qui écrivent sur ces sujets, qui écrivent avec des personnages vietnamiens. Et ouais, je pense que ça a été un long développement. J'ai peut-être pas cherché au début, parce que je saisissais pas tous les enjeux politiques, sociaux,
Ouais, t'avais peut-être pas conscientisé et tout. Voilà, c'est ça. Et c'est après, quand j'ai commencé à me poser des questions, quand j'ai commencé mon blog même, que je me suis dit, ah ouais, petit problème quand même. C'est toi qui as fait un article sur des lectures sensibles? J'en ai fait un, oui, mais je sais Ouais. pas si c'est celui, si tu penses à celui-là. Ouais, t'en as peut-être fait un. Enfin, j'avais vu passer sur les réseaux sociaux. Je peux te dire alors. En plus, j'étais en train de retaper mon blog parce que. C'est vrai que on n'a pas parlé de ton blog, du coup, Mais écoute, on c'est peut pas y grave. venir. Alors attends, je peux te dire, j'ai fait plusieurs grands articles entre guillemets. J'en ai fait un sur les On Voices pour la promotion des livres. Bon, j'ai mis mon mémoire. J'en ai fait un sur les sensitivity readers, ouais. Donc, Du coup, on va peut-être approfondir là-dessus, du coup. Quand est-ce que tu as créé ton blog et comment il s'appelle déjà? alors, mon blog, c'est Delph Reads, pour Delph lit, littéralement. Je l'ai créé, d'ailleurs, en plus, j'étais en train de regarder tout à l'heure, il me semble, c'est soit fin 2019, courant début 2020, où je l'ai commencé. L'objectif premier, c'était vraiment de partager mes lectures, en fait, parce que quand on remonte sur les premiers articles, c'est vraiment des articles où je lisais mon livre, je faisais ma petite critique, machin et tout. Et c'est après, quand d'ailleurs j'ai commencé à être plus sensible à toutes ces thématiques de représentation, tout ça, où j'ai commencé à écrire des plus gros articles sur les On Voices, où je faisais des recommandations de livres écrits par des auteurs et des autrices asiatiques, parce que c'est un peu le trou noir, hein, quand ça s'arrange. Et je me suis dit, si moi je cherche ces livres, peut-être que d'autres personnes cherchent des endroits où peuvent eux-mêmes trouver ces livres. C'est pour ça que j'ai créé des répertoires sur mon blog qui recensent un maximum de livres écrits par ces auteurs et autrices. Et après, j'ai malheureusement mis mon blog en pause quand je suis arrivée à mon job actuel. Parce qu'en fait, j'avais cette mauvaise impression que, comme j'étais directrice de collection, Oui. comme je suis directrice de collection, on va parler au présent encore, j'avais peur que les gens prennent ma parole et en fassent quelque chose qu'elle n'est pas, enfin, dans le sens où si par exemple j'écrivais une chronique et je disais ouais, j'ai pas trop aimé parce que X ou Y, que les gens après prenaient ses parents en disant ouais, ce livre il est nul parce que t'as vu cette directrice de collection, elle a dit qu'elle avait pas aimé machin. Ah, en référence, tu voulais pas être Ouais. un exemple. Alors, enfin, je suis très certainement parano, hein, mais j'avais trop peur qu'on prenne mes paroles, qu'on en fasse des trucs, alors que c'était juste une critique d'une lectrice, parce qu'avant tout, avant d'être éditrice, avant d'être directrice de collection, je suis une lectrice. C'est pour ça que j'ai mis mon blog en pause, pardon, et que même j'ai arrêté de poster tout court dessus sur les réseaux sociaux avant que je me mette en post Twitter. J'ai arrêté de parler de livres tout simplement parce qu'avant, même si j'écrivais pas de chronique, je faisais un ou deux tweets en mode oh, j'ai beaucoup aimé ce livre, machin, machin. Je sais qu'il y a des confrères, des consoeurs qui utilisent leurs réseaux sociaux et disent oh, j'ai pas trop aimé ce livre, oh, j'ai bien aimé ce livre, machin, machin et tout. Et ils font ce qu'ils veulent. Hein. Mais moi, genre, j'avais un espèce de blocage mental où je me suis dit je peux plus en fait. Et du coup, c'est pour ça que mon blog il est en pause, c'est pour ça que je faisais l'article. Le dernier article que j'ai posté, avant de vraiment. Bon, j'ai un article qui date du début de l'année où je faisais un bilan de mon année en tant que dans l'édition. Et mon autre article critique, il date du 19 décembre 2021 et c'était la critique d'un animé. Donc, c'était un domaine assez éloigné pour moi de la direction de collection. Bon, voilà. Et si on prend mon avis pour quelque chose, ça sera juste un avis de fan. Ok. Ouais. Et comment ont été perçus comment t'as perçu les retours du coup sur la publication de L'amour de faux, qui est quand même un texte qui te tient à cœur, je suppose. Alors, les retours de manière très générale étaient très positifs. Donc, le texte, je pense qu'il a été assez bien accueilli. C'est d'ailleurs, il me semble, le texte, depuis que je suis là, qui a le mieux fonctionné. C'est celui qui a été il a été imprimé alors que les autres ne l'ont pas encore été. J'espère qu'ils le seront. Hein. Je touche du bois. Et j'espère qu'ils le seront parce que c'est tous des textes qui méritent d'être partagés, propagés, tout ça. La critique principale qu'on a eue, c'est que tu l'as lu? Oui. Ah oui, je l'ai lu. C'est que le vietnamien n'était pas traduit par des notes de bas de page, tout ça. Et j'ai beaucoup de choses à dire. C'est qu'en fait, premièrement, il n'était pas traduit dans la version originale. Okay.
Donc moi, je me voyais pas le faire parce qu'en fait, ne pas traduire le vietnamien ou une autre langue autre que l'anglais qui est répandu, on va dire, chez les lecteurs francophones, c'est à mon sens un choix purement politique et stylistique aussi, parce qu'en fait, c'est une preuve qu'on n'a pas à faire toutes les démarches pour que le lecteur Le se travail connecte, pour quelqu'un. se connecte avec les personnages en fait. Et le fait que, surtout dans ce livre, ce qui était très intelligent, et j'ai l'impression que pas tout le monde l'a remarqué, c'est que quand le vietnamien avait une importance dans le dialogue, le contexte permettait de le comprendre. Oui, tu n'avais pas forcément besoin d'avoir la traduction pour. Exactement. Et quand il n'était pas traduit, que le contexte ne permettait pas de comprendre, en fait, c'est que la phrase, c'est pas qu'elle servait à rien, mais qu'elle n'avait pas une importance principale Dans l'intrigue. Exactement. Et c'est pour ça que je trouvais ça très intelligent et je trouve ça dommage qu'il y ait des lecteurs et des lectrices qui l'ont pas compris. Mais aussi, je voulais revenir sur ce que je disais. Le fait de ne pas traduire le vietnamien, le fait de ne pas comprendre, c'est une expérience propre à plein d'enfants issus de la diaspora, à plein d'enfants pareil immigrés. Genre moi, mes parents, parfois, ils me parlent vietnamien, je suis en mode, qu'est-ce qu'elle a dit? Oui, moi non plus. Quand ils parlent dans leur patois, je comprends pas non plus, mais tu arrives à saisir le sujet de la conversation de manière générale. Exactement, et c'est ça, et c'est pour ça que je trouve ce roman si bien dans sa construction, notamment sur son utilisation du vietnamien, parce qu'en fait, c'est juste comment ça se passe dans la vraie vie, quoi. Et si vraiment tu veux comprendre, bah, Google Traduction. Oui. Après, j'ai vu plein de gens qui disaient oui, au début j'utilisais Google Traduction, mais ça me sort de ma lecture, tout ça et tout. Et j'ai trouvé ça assez hypocrite, c'est pas le mot, mais j'ai trouvé ça assez désolant dans le sens où moi-même, genre quand je lis et que je comprends pas un mot, bah, j'utilise Google parce que j'ai pas le choix. Je trouve pas ça gênant, je trouve juste que c'est pas, c'est juste comment sont les choses en fait. Faire la démarche de comprendre. Exactement, et je pense que c'est ça qui était très dommage avec les lecteurs et lectrices qui ont fait cette remarque, c'est parce que ils se sont enlevés une expérience en fait dans la lecture. Ils se sont enlevés, ils se sont dit je comprends pas, du coup bah voilà, je comprends pas, je comprends pas et je comprends pas pourquoi ce choix a été fait, pourquoi ils l'ont pas traduit, alors que c'était juste comment sont les choses dans certaines groupes ethniques, surtout pour ceux de la diaspora. Du coup ouais, j'ai trouvé ça dommage, mais bon. Ouais. En tout cas, ouais, moi j'avais bien aimé. Mais c'est vrai que ouais, vous publiez pas mal de contemporains. Il n'y a pas d'imaginaire de prévu. Alors, je réfléchis. Tout ce que j'ai signé, moi, c'est du contemporain, pour la seule et unique raison, c'est que j'avais trouvé aucun roman de fantasy ou de science-fiction qui me plaisait bien. Ah d'accord, ok. C'est vraiment Juste par goût. Non, ouais, là, c'était par goût. Après, surtout, les agents m'envoyaient surtout du contemporain. Parce qu'en fait, ils ont remarqué que c'était ce que je signais, et en fait, par la force des choses, ils m'envoyaient. Après, l'objectif, c'était évidemment de publier des autres genres littéraires, fantasy, science-fiction. À un moment, je voulais m'essayer au thriller policier aussi, sauf que c'est un des genres que j'aime le moins, parce que c'est le genre où je me sens le plus bête, en fait, dans le sens où... Tu vois, quand le plot twist arrive, tu te dis genre, putain, mais... Pardon. Mais je suis trop bête, pourquoi je l'ai pas compris? Et en fait, ça me frustre. Ah d'accord. Ouais, du coup, j'ai repoussé le moment où j'en lisais. Mais j'avais commencé à lire de la fantasy, sauf que je trouvais rien à mon goût. Surtout qu'en fait, la fantasy, très généralement, c'est au moins 2 tomes. Sauf que c'était difficile de s'engager dans 2 tomes ou plus pour un nouveau label parce que les ventes, elles descendent à chaque fois, oui. Exactement. Du coup, en fait, moi, je voulais solidifier notre place avec des contemporains, des one-shots, avant de prendre plus de risques, même si le label en soi, c'est un risque. Et ouais. Après, bon, Nous ne sommes pas libres qui va sortir le 13 octobre, c'est un roman historique. Donc, j'ai un peu diversifié. C'est les genres. Ok. Est-ce que tu as une lecture marquante quelle est la dernière lecture marquante que tu as eue Alors, en roman, ça faisait un moment que j'ai pas lu.
parce que ouais, voilà. Pour ce qui se passait, mais après j'ai eu quelques blocages en sens où j'avais peur que mes choix déçoivent, j'avais peur de pas choisir le bon moment, etc. Du coup, j'étais un peu bloquée dans ça. Du coup, mes dernières lectures sont essentiellement des mangas. Bon, vu que Akata fait des mangas, voilà. De toute façon, je devais me tenir à jour du programme vu que je faisais la presse aussi. Et des webtoons. Mais du coup, ma dernière lecture marquante, c'est... Attends, j'ai besoin de sortir mon Goodreads. Oui, vas-y. En vrai, c'est très certainement ma dernière lecture marquante, c'est le dernier livre que j'ai signé pour Akata, pour Young Novel, donc je peux pas dire le. Ah oui. Qu'est-ce que j'ai lu dernièrement? Là, si j'ai lu quelques romans, mais je suis pas allée plus loin. Mais ouais, est-ce que je peux le dire? Bon, c'est pas signé. Tu Non, couperas. non, Enfin, je couperai au pire. non, t'as pas à couper, c'est juste que je l'ai pas signé. En vrai, j'étais en train de réfléchir, mais la dernière lecture que j'ai beaucoup aimée, c'est Ophélia After All de Raquel Marie. Oui, je le connais. Enfin, Ouais. j'ai pas lu, mais Que j'ai vraiment beaucoup apprécié parce que genre le cheminement dans la découverte de soi, de la découverte de son identité queer, j'ai trouvé ça si vrai, si bien exprimé pour des ados du coup, et si important que j'ai adoré. C'est le genre de livre qui a le potentiel de sortir chez Slalom, donc peut-être oui, que... aussi. Ouais. C'est vrai que j'étais en train de penser à pas des concurrents, mais d'autres maisons d'édition qui publient du Voice. Il y a juste... Enfin, il y a Slalom. Après, je sais pas s'ils publient essentiellement du Voice. Sinon, je regarde dans... Après, c'est des lectures de... Lui, je l'ai lu quand? En 2019, Passion Sense of Nothing, qui est de Randy Ribet, qui est exceptionnel dans son propos, qui parle de la politique de la drogue aux Philippines, il me semble. Ouais, aux Philippines. Comment les médias occidentaux sensationnalisent les propos, les faits dans des pays considérés en développement. J'ai pleuré. C'était... Ouais, franchement, c'est génial. C'est encore une lecture, je l'ai lu en 2019, je m'en souviens encore, j'ai envie de le relire là, donc ça sera pour moi du coup, pas pour la collection. Quel est, t'en as parlé un petit peu, mais ton rapport avec les réseaux sociaux, du coup, avant tu étais beaucoup active et j'ai l'impression que depuis que tu occupes le poste de directrice éditoriale, tu t'es un petit peu retirée, ou du moins tu fais juste la communication pour la collection, quoi. Alors, quand j'ai pris mon poste en janvier 2021, j'étais encore sur Twitter. Enfin, et en fait, j'ai eu beaucoup de pression. Peut-être que c'était une pression que je m'étais inventée toute seule, hein, ça, sur le fait qu'il y avait beaucoup d'attentes sur moi, sur ce que je faisais. Mm. Et c'est d'ailleurs ce que je disais à la rencontre avec Adib Koram, parce que la question, elle m'était posée, où je disais que j'avais l'impression que très rapidement, on m'avait mis sur un piédestal et que moi, j'avais juste peur de ne pas être à la hauteur. Enfin, moi, c'est ce que je considère aujourd'hui, que je suis encore trop petite dans ce que je fais pour être à la hauteur de toutes les attentes. Mm. Et quand je cherchais des solutions, une des premières, c'était de me retirer des réseaux sociaux parce que c'était là où j'étais en première ligne. C'était là où on pouvait très rapidement m'envoyer des messages, tout ça. Et du coup, j'ai juste retiré Twitter. J'ai gardé Instagram, qui était plus mon compte personnel, si jamais des personnes voulaient me contacter, parce que je sais pas si des personnes voulaient me contacter, alors que mon compte Twitter, j'étais entre le privé, enfin j'étais à 1300 abonnés, donc j'étais entre le privé et le public. J'avais des journalistes qui m'avaient follow là-bas. J'avais des gens du monde de l'édition qui m'avaient follow. J'avais des gens des lecteurs qui étaient dont la cause pour la représentation, la diversité était très importante, qui me suivaient aussi là-bas. Et du coup, j'avais l'impression, étouffée, c'est pas le mot, mais j'avais l'impression d'être étouffée dans toutes ces personnes, dans toutes les attentes et tout.
Du coup, je me suis débarrassée. J'ai désactivé mon compte Twitter fin décembre 2021 jusqu'à juin 2022. Après, je l'ai réactivé juste parce que je recevais des mails de gens actifs parce qu'ils me disaient mais ça va T'es passé où? Ouais, exactement. Et du coup, je me dis ah ouais, j'ai pas fait de communiqué machin et tout. Du coup, je l'ai réactivé le 17 juin 2021, je m'en souviens. J'ai juste laissé un message genre oui, je quitte Twitter parce que le stress machin et tout. D'ailleurs, c'est de ça que parle mon dernier article sur le blog, le bilan. Enfin, tu pourras aller le voir si tu veux, où je fais un bilan de mon année, de mon stress, tout ça. Du coup, ouais, bon, je suis bien plutôt plus directrice, donc peut-être ça va s'arranger. Peut-être que je pourrais revenir plus tranquillement parce que un de mes plus grands regrets, c'est de ne pas avoir pu continuer de manière sereine mon blog parce que j'avais peur de la manière dont mes propos seraient pris. Mais bon, là, plus personne pourra prendre mes propos en mode pour un champ content parce que je suis plus personne. Donc voilà. Mais ouais, j'avais un énorme stress et parce que c'est ce que je disais à la rencontre avec Adib, où il y avait Adib Khorram, que j'ai pas eu de mentor, j'ai pas eu de modèle parce qu'en fait, Young Novel dans sa création, dans son but éditorial, c'était la seule collection qui était comme ça en fait. Bah oui, et ça, mais moi ça fout, je sais pas, mais ça fout. Oui, je pense. Et j'ai pas eu de mentor, j'ai pas eu de modèle autre part, où j'avais pas genre je vais dire n'importe quoi, une éditrice chez PKJ ou Gallimard qui avait fait ça, où j'aurais pu prendre exemple en mode ah ouais, ça a bien marché, je pourrais peut-être faire ça et faire un peu à ma sauce, ou ça a pas marché, du coup faut que j'évite. En fait, voilà, la métaphore que j'ai, c'est comme genre tu construis un pont, mais tu marches en même temps dessus, tu vois. Donc un mauvais faux pas, tu tombes. Mais en même temps, je sais qu'il y a peut-être des nouvelles personnes qui ont les mêmes idées éditoriales que moi qui veulent se lancer. Et donc, ils marchent derrière moi. Sauf que mon pont, il est bancal, tu vois. Et du coup, j'ai pas de. Et j'ai peur que, genre, si je fais mal les choses, je les entraîne dans la chute de mon pont avec moi. Ou alors, mon pont, il sera bien construit et tout, voilà. Et c'est terrifiant. Voilà. Le mot que je cherchais, c'est terrifiant parce que, moi, j'estime, genre, j'ai que 25 ans, j'aurais pas dû être la première à faire tout ça. C'est ça, en 2022, enfin 2021, du coup, c'est un peu tard, quoi. Ouais, voilà. J'ai suivi le lancement, c'était sur Twitch, là, ouais. que vous avez fait. Et ouais, c'est pour ça, moi, j'estime que j'aurais jamais dû être la première. Moi, j'estime que j'aurais dû avoir un modèle autre part, chez des plus grandes maisons d'édition. Et de toute façon, c'est ce que je disais en privé avec mes proches, que de toute façon, l'édition, elle ne pourra pas changer juste avec une petite. C'est ça, il faut que les grosses structures changent déjà leur mode éditorial. Et tout l'élitisme qu'il y a dans l'édition française, tant que ça restera là, ça changera pas pour les plus petits, quoi. Exactement, et c'est pour ça que moi j'aurais bien voulu avoir les plans pour faire mon pont, sauf que le pont je l'ai inventé en même temps que je marchais dessus. Et du coup, ouais, c'était d'où le fait que j'ai essayé de me retirer des réseaux sociaux pour essayer de m'enlever un poids. Parce que dès que j'enlevais un poids, je m'en rajoutais un autre quelque part d'autre. Du coup, ouais, c'était un peu compliqué. Ok. On va arriver à la fin du podcast. Est-ce que tu peux rappeler si tu en as envie, où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux, ou du moins pour le label Young Novel? Alors, pour le label Young Novel, on a les réseaux sociaux sur Twitter, Instagram et TikTok. Donc, je vais chercher le truc exact parce que les trois, c'est pas le même. Alors, pour Twitter, c'est Young-8 Novel. Sur Instagram, c'est Young Novel-8fr. Et sur TikTok, c'est juste Young Novel. Ensuite, moi, je pense que je vais revenir sur Twitter doucement. C'est juste Delph. J'ai pas mon compte Twitter sur mon portable. DelphNG. Sinon, mon blog, delfritz.wordpress.com. Et sinon, on a le site internet de akata.fr pour toutes les nouveautés et les actualités plutôt. Et après, mon compte Instagram, c'est juste un compte privé, donc il n'y a aucune raison d'aller le follow parce que voilà. D'aller juste voir mes photos de moi à Paris, c'est tout. Franchement, ça n'intéresse personne, voilà. Et c'est tout, je crois. Ok. Et petite dernière question, à quel invité tu verrais sur mon podcast? Alors, réponse facile pour moi, Elodie Hod. Oui.
Alors, elle sera déjà là. Bah voilà, et le diode. Je pensais à ma grande amie Sarah, qui est doctorante, qui est spécialisée dans ces questions, mais je pense qu'elle spécialise encore plus dans tout ce qui est littérature lesbienne et tout. Donc Sarah, que j'adore. On m'a dit recommandé en plus. Ah bah voilà. Sarah Guélam. Ouais, c'est ça exactement, Sarah, bah, que j'adore. Si elle écoute ce podcast, ben plein de bisous. Et je pense, ouais, c'est mes deux invités que je recommanderais beaucoup. Ouais. Ok, bah, c'est noté. Bon, Elodie, normalement, je tourne avec elle la semaine prochaine. Et Sarah, on me l'a recommandé. Je crois que c'est Amandine qui me l'a recommandé. Bah, elle fait un boulot super, donc. Ça marche. Je vais me pencher dessus. Bah, merci à toi pour ta confiance, pour avoir consacré du temps à parler de ton expérience en tant que directrice. C'est un plaisir. Non, mais t'inquiète, je pense que ça sera très bien. Moi, c'était un plaisir. C'est la première fois que je m'essaie à l'exercice du podcast, donc c'est toujours enrichissant pour moi. Donc, bah, je te remercie pour ça. De rien. Du coup, bah, pourtant, t'as fait que des interviews écrites, c'est ça? J'ai fait le live, j'ai fait plusieurs lives, j'ai fait des interviews écrites, parfois on m'a appelé, mais c'était le premier podcast. Ok. Enfin, du plus loin que je m'en souviens, peut-être j'en ai fait d'autres, mais C'est cool alors. podcast, ouais. Ouais, bah, je voulais un peu. Enfin, je trouvais qu'il n'y avait pas tant de podcasts que ça sur les minorités dans le monde littéraire. Et du coup, ça me tenait à cœur d'inviter des gens qui en font partie. Bah, c'est un très beau projet, une très belle expérience pour moi en tout cas. Du coup, je te remercie. De rien. Bah, merci aux auditeurs et auditrices d'avoir écouté ce podcast. Et puis, je te souhaite une belle journée et à bientôt. À bientôt, bonne journée. Merci.